Bonjour à tous et bienvenue, maître. Merci d'être là, d'aussi bon matin. Nous sommes avec Alexandre Mars ce vendredi matin. Bonjour Alexandre. Bonjour Capucine. Et bonjour bienvenue. Alexandre, vous avez vécu et travaillé aux États-Unis pendant 8 ans. Vous en avez hérité un mindset, je dirais même une philosophie de vie. Vous allez nous en parler. Vous êtes finalement l'incarnation d'une trajectoire originale, sinueuse, audacieuse, des deux côtés de l'Atlantique. Et après avoir fait fortune en créant et en vendant des entreprises dans la tech, au sortir et même pendant vos études, vous allez nous le raconter, vous avez décidé de promouvoir aujourd'hui l'investissement responsable avec votre fonds qui s'appelle Bliss et la solidarité avec une fondation, votre fondation qui s'appelle EPIC. Et j'ai envie de dire, pas facile dans un pays qui a du mal encore aujourd'hui à intégrer les codes de l'agilité. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous tout d'abord sur votre parcours tumultueux, puissant. Si vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez dans le rétroviseur de votre vie, Alexandre Mars? Waouh, je suis encore tout jeune. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est comme si j'avais déjà 90 ans. Non, non, pas forcément. On peut regarder dans le rétroviseur à 45 ou 46 ans. En fait, c'est compliqué de regarder dans le rétroviseur parce que soit vous êtes content de vous et vous faites du surplace, soit vous êtes toujours un éternel insatisfait. En fait, très jeune, j'ai compris que j'avais une mission, il y a quelque chose que je voulais vraiment réaliser. Et cette mission, cette volonté, c'était de dédier littéralement ma vie aux autres, et en particulier à ceux qui ont des vraies difficultés. Ça, c'était à quelle époque? J'étais tout jeune. En fait, c'était avant le bac? Ah oui, avant le bac. Très jeune, en fait, assez jeune. Et après, c'est difficilement, même si tu arrives à l'exprimer, tu ne sais pas comment le réaliser. En tout cas, moi, je savais que c'était une mission de vie. C'est quelque chose que tu ne définis pas forcément quand tu as 15 ou 20 ans avec des choses très concrètes, mais tu sais que c'est là où tu as envie de faire. C'est ce que tu as envie de faire, en tout cas sur la présence, ma présence ici, je veux dire sur Terre. Et c'est pour répondre à ta question, quand je te dis ça, je suis tous les jours peu satisfait de ce que j'ai pu créer au préalable. Parce qu'en fait, c'est une mission impossible, celle de s'occuper des autres. Tu peux y arriver, mais tu es toujours déçu parce que tu vois qu'il y a toujours des gens qui ont plus de besoins, sont dans la souffrance, dans la difficulté. Et très jeune, je me suis dit, je vais essayer d'utiliser mes compétences, qui sont des compétences d'entrepreneur, pour essayer de trouver des moyens d'arriver à une fin. Donc, quand je regarde en arrière, je me dis juste, il faut que je fasse plus. Et tous les cette soirs, insatisfaction permanente, pardon, ouais, je te coupe, c'est un moteur dans la vie, justement? Est-ce que c'est pas bien de temps en temps de se dire d'avoir un peu de gratitude à l'égard de ce qu'on fait? Je pense qu'il faut avoir de la gratitude par rapport à ce que peuvent faire tes équipes. Donc, j'ai la chance, depuis ma première entreprise, quand j'ai 17 ans, d'avoir été toujours bien entouré. Et donc, la gratitude, c'est en effet de dire à mes équipes à quel point je suis heureux et content de les avoir avec moi. Mais me concernant, je t'assure que tous les soirs, c'est limite de Sisyphe, hein. Tu montes la colline et le rocher où va redescendre le matin. Et tous les soirs, je me dis, quoi que j'ai pu faire dans la journée, hein, et je me dis, comment faire plus? Je te dis, c'est une mission de vie, c'est quelque chose qui je serais heureux, et c'est un peuple africain qui définit sa période sur Terre avec la fin de la vie, ou la fin de la vie quand ceux qui meurent de vieillesse meurent avec le sourire. Et ce que je nous souhaite tous à nous ici, alors c'est pas très gai à 9h45 le matin de parler de la mort, hein, donc je vais arrêter là, mais c'est quand même d'essayer de s'endormir lors de son dernier soupir avec le sourire. Et ça, c'est mon objectif de vie. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ton parcours quand même. Par où ça a commencé et comment s'est déroulée cette première partie de vie, Alexandre? J'ai commencé à construire ma vie avec de l'entrepreneuriat. Donc très tôt, je savais que j'espérais pouvoir atteindre cet objectif. Et très vite, je me suis rendu compte que ni par les études, parce que je n'étais pas le premier de classe, ni par mes talents sportifs, musicaux et autres, je me suis dit, si je voulais vraiment avoir les moyens de mes ambitions, parce que c'était un objectif personnel, je me suis dit, il fallait que je puisse avoir les moyens de mes ambitions et moyens financiers. Et donc c'est pour ça qu'à 17 ans, j'ai créé ma première entreprise avec un objectif très financier, en disant, si tout va bien, rapidement, je pourrais vraiment faire ce qui est important pour moi. C'est une façon de gagner sa liberté, peut-être? C'est une façon absolue de gagner sa liberté. Pour moi, il était très important de pouvoir
vraiment décidé. Et très jeune, je voulais décider des prochaines étapes de ma vie. Alors évidemment, quand vous avez 17 ou 20 ans, vous êtes plein d'espoir, d'espérance, de naïveté. Et donc j'étais vraiment persuadé qu'en 5 ans, ça allait être facile, j'allais réussir. Et d'ailleurs, je pensais que la réussite, qui est une réussite très différente à l'époque que de celle d'aujourd'hui. À l'époque, la réussite était forcément une réussite financière, la plupart du temps. Aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus, avec la génération des moins de 30 ans, mais pas que la réussite, elle est définissable selon tout un tas d'autres critères. On parle de sens beaucoup et de plus en plus. Mais voilà, à l'époque, c'était vraiment cette réussite financière. Donc je me lance à corps perdu en disant je vais avoir ce succès financier rapidement pour pouvoir justement dédier ma vie à des choses qui étaient à mes yeux à ce moment-là plus importantes ou plus nobles. Tu parles de réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi aujourd'hui? Quelle est la définition du mot réussite? C'est ça qui est assez intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, la réussite, elle est protéiforme. Il y a 20 ans de ça, tu le sais très bien, la réussite, elle était vraiment le nombre de zéros dans un compte en banque. C'était vraiment ça, la réussite. La réussite, quand il y a 20 ans de ça, on sortait d'école, et pour tous ceux qui sont de ma génération, vous le savez très bien, c'était avoir une voiture de fonction, avoir un bureau tout seul. Alors ça, avoir un bureau tout seul, pas partager un bureau, c'était à ce niveau-là. Aujourd'hui, vous parlez à des jeunes qui rentrent dans le marché du travail, ils ne veulent surtout pas avoir un bureau tout seul, ils veulent partager le bureau. Donc il y a des évolutions qui sont très différentes. Protéiformes, parce que moi je vois des gens aujourd'hui qui sont entrepreneurs, ou qui, et c'est un petit peu la raison d'un livre que j'ai écrit récemment qui s'appelle Ose, qui est justement un guide pour l'entrepreneuriat. Et moi j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ma réussite par exemple, c'est de rester à Lyon. Pourquoi être à Paris pour réussir? Et ça peut être la même chose pour Toulouse, pour Reims et autres. Et ces gens-là vont se dire, ça c'est une balance de vie. Et la balance de vie, elle est différente. Et c'est très intéressant de voir que le succès aujourd'hui de la plupart des gens va être sur des définitions très différentes. Pour certains, la réussite financière sera toujours importante, je ne dis pas le contraire, mais en tout cas aujourd'hui, on va voir d'autres sujets ou d'autres conclusions ou d'aspects de ce succès. Alors, dans ton parcours, il y a une étape fondamentale, charnière, cruciale, c'est ces 10 ans passés aux États-Unis. Comment est-ce qu'on part là-bas? Pourquoi New York? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Et qu'en as-tu rapporté? Donc, je suis parti en 2010 aux États-Unis, en effet. À l'époque, j'étais dirigeant de 2 entreprises, une que j'avais vendue au groupe Publicis, et qui était dans on peut raconter l'histoire de cette entreprise? Bien sûr. C'est une entreprise que j'avais montée quelques années au préalable, et qui essaie de convaincre les gens que le futur, donc quand je l'ai montée, on est en 2002, 2003, et quand je la monte, je vais voir les gens et je leur dis, vous allez voir bientôt, la première chose que vous allez faire le matin, alors c'est en 2002-2003, hein, première chose que vous allez faire le matin quand vous vous réveillez, Capucine, ce n'est plus d'embrasser votre mari ou votre femme, c'est de regarder votre téléphone portable. À l'époque, les gens me disent, mais jamais ça m'arrivera. Donc, vous pouvez imaginer peut-être que, je ne sais pas si ce matin, qu'est-ce que vous avez fait en vous levant, la première chose, mais il y a des chances que ce soit de regarder votre téléphone. Et donc, je suis allé voir les gens, leur expliquant ça. Les gens étaient un petit peu circonspects, ne me croyaient pas forcément, j'étais tout jeune aussi. Donc, la jeunesse n'est pas forcément toujours bien vue quand vous entreprenez. Et donc, on a développé une entreprise sur le mobile. Donc, j'allais convaincre les gens qu'un des axes de communication majeurs futur allait être le téléphone portable. Ça s'est bien passé. Après, ça c'est sur le CV, c'est bien passé. Pour arriver à la vendre, cette entreprise, comme tous les gens ici qui connaissent l'entrepreneuriat, c'est très compliqué, très difficile. Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est une souffrance, l'entrepreneuriat également, même s'il y a beaucoup de joie. Je vends cette entreprise au groupe Publicis, et quand vous êtes dans le digital et que vous voulez réussir quelque chose qui est global, il y a souvent un endroit où il faut être, c'est les États-Unis. Et donc à ce moment-là, en 2010, je pars aux États-Unis avec cette volonté de dire, cette entreprise qui était très bien implémentée en Europe, on va réussir à être la première entreprise aux États-Unis. Donc, quelques années aux États-Unis, après, on était devenu cette première entreprise sur ce secteur-là du mobile aux États-Unis, et voilà, avec un intérêt entrepreneurial fort. Les États-Unis m'ont appris beaucoup de choses, surtout ont permis à mes enfants de devenir biculturels, ce qui était pour moi aussi un sujet important. J'ai 4 enfants,
et c'était un sujet aussi important, de montrer autre chose. Ça aurait pu être un autre pays d'ailleurs, mais c'était assez intéressant, et c'était une volonté aussi qu'on avait d'aller là-bas. Et ça rejoint un point, une discussion qu'on avait eue avec toi, Capucine, qui est l'échec. Où le sujet, là-bas, l'échec, tu le sais aussi très bien, mais l'échec, et je pense que vous le savez tous, il est mis en avant. Alors c'est assez étonnant, surtout quand Voire il faut échouer pour réussir. Il faut avoir échoué. Les prémices du succès peuvent venir d'un échec, évidemment. Et c'est vrai que là-bas aux États-Unis, les gens vont préférer investir en vous s'ils savent qu'au préalable, vous vous êtes planté. Alors, ça paraît assez étonnant, en tout cas contre-intuitif, si vous avez grandi en France, mais ils n'ont certainement pas tort. Et c'est très relié à l'entrepreneuriat. Et en particulier, ce souci ou ce risque que les gens ne veulent pas forcément prendre en Europe de l'Ouest et en France, en disant je ne vais pas le faire parce que j'ai peur d'échouer. Et je pense que vous avez tous connu ça, ou connaissez des gens autour de vous qui ne vont pas se lancer. Il y a quand même 11 millions de Français après la Covid qui aimeraient devenir entrepreneurs, qui aimeraient se lancer. Il y en a 1 million qui se lancent. Et pourtant, on est le premier pays d'Europe en termes d'entreprises créées. Donc c'est quand même assez génial de voir que c'est la France qui a autant d'entrepreneurs. Vous avez quand même 10 millions de Françaises et de Français qui aimeraient qu'ils ne se lancent pas. Et une des raisons majeures, c'est ce risque-là, le risque de ne pas y arriver. Mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais. Et la majorité des gens vont vivre avec un regret, un remords. J'entends souvent des gens dire « j'avais eu l'idée, j'aurais dû le faire, pourquoi je ne l'ai pas fait ?» Et c'est aujourd'hui un sujet de nouveau où j'essaye de donner des clés. En tout cas, alors justement, tu as écrit un livre dans ce sens. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux, parce que dans la salle, il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, qui sont justement à ce moment charnière. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour favoriser ce déclic qui n'est pas facile? Lisez le livre. Mais avant toute chose, je pense qu'il faut oser. C'est pour ça que j'ai appelé ça ose. Moi, je pense qu'il y a... Oui, mais c'est difficile d'oser, parce que ça fait partie d'un mindset, ça fait partie d'une éducation. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile que d'autres. C'est sûr, c'est sûr. Et aujourd'hui, c'est sortir justement de certaines voies, une voie parfois tracée, celle qu'on a suivie depuis tout jeune, parfois, souvent. Et aujourd'hui, l'idée de se dire que c'est faisable. Pour moi, c'est pas grave, peut-être. C'est faisable, en tout cas. Et un point essentiel, c'est le début du livre. Souvent, les entrepreneurs, en tout cas ceux qui veulent se lancer, se posent la question en se disant c'est pas possible parce que la vision qu'ils ont eux-mêmes de l'entrepreneuriat est trop grande. Je m'explique. Un entrepreneur n'est pas un inventeur. Alors ça vous paraîtra assez logique ce que je vous dis, mais c'est très important. Beaucoup de gens se disent si je n'ai pas l'idée du siècle, je ne me lancerai pas. Donc en gros, si vous n'êtes pas Elon Musk ou Xavier Niel, il y en a quelques-uns comme ça, mais il y en a quelques-uns, il n'y en a pas des dizaines de milliers. L'entrepreneuriat, de nouveau, n'est pas uniquement dans l'invention. J'ai développé 5 entreprises, il y en a une seule qui a vraiment une vraie innovation. Les 4 autres, pourtant, ont eu du succès, ont été rachetés, mais il n'y avait pas une innovation mondiale. Je n'ai pas gagné le prix Nobel pour ce que j'ai fait. En revanche, ça avait compris un vrai besoin, j'avais adapté un produit à un marché, et j'avais développé les outils nécessaires. Et c'est ça aussi ce qui est important à souligner, c'est que ne pensez pas justement que l'entrepreneuriat soit aussi grand que ça. Et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que moi je rencontre des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui sont très contents. Il n'y a pas forcément la volonté d'être à Paris, d'être à Station F, d'avoir levé 150 millions d'euros, d'être une unicorne, pour être heureux dans sa vie, pour réussir sa vie et surtout être entrepreneur. Et je pense que c'est aussi ça un petit peu le message parfois, en tout cas le message ou ce qui est parfois montré par les médias, sans vouloir absolument dire que les médias ne font pas bien les choses, mais en tout cas ça met une pression. C'est un peu, tu vois, Instagram, la vie magnifique des gens, c'est un peu le même sujet. La beauté de l'entrepreneuriat, c'est que c'est ce que vous en décidez de faire. Et ça, c'est assez innovant. Alors, Alexandre, tu es aujourd'hui l'archétype de ce que la nouvelle génération appelle slasher, c'est-à-dire des touches-à-tout.
qui multiplie, qui diversifie les expériences, on a dit, écriture de livres, podcast, entrepreneur, et il y a certainement 1000 autres facettes de ta vie qu'on ne connaît pas. Où est-ce qu'on puise cette énergie? Où est-ce que tu la puises, cette énergie? Est-ce que c'est un moteur ou est-ce que ça va un peu trop loin par moment? Alors, c'est pour ça que c'est bien que j'ai pu parler de la mission au départ. Cette énergie-là, elle est que dans la mission. Il n'y a pas un moment dans ma vie, ça n'existe pas, où tout ce que je construis n'est pas en rapport avec ma mission définie depuis très jeune, d'aider ceux qui sont en difficulté. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, j'ai 4 enfants que j'adore, une femme, une maman, voilà, dont je suis très proche. Mais c'est très égoïste de dire ça. Donc, ma vie entière est dédiée aux autres. Et donc, tout ce que peut monter, et le fond dont on parlera un peu plus tard, a été aussi monté avec cette idée en tête. Donc, il n'y a pas quelque chose que je peux faire sans cette mission. Et cette mission me transcende. Évidemment que je peux être très fatigué, je fais des sacrifices, on doit tous faire des sacrifices. Pour arriver à ça, je vous parlais des équipes, c'est que je suis très bien entouré au quotidien, dans ces différentes sociétés que je peux avoir. J'ai des gens clés autour de moi. Et puis, c'est vrai, sacrifices, je pense que toutes les personnes ici doivent faire des sacrifices, ont dû faire des sacrifices et vont continuer à faire des sacrifices. Il faut décider où sont ces sacrifices. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de peu dormir. C'est mon sacrifice et peut-être qu'un jour ça va me rattraper, parce que je pense que rien n'est absolu, mais en tout cas, c'est ça qui me fait, c'est cette mission qui me fait me lever et essayer de faire mon maximum. Et tu citais quelque chose parce que on parlait du bouquin, et je ne veux pas faire juste toute la publicité possible, mais pour ceux qui sont intéressés par des histoires, pour ceux qui aiment les podcasts ici, je pense qu'il y en a de plus en plus, c'est des histoires de personnes ordinaires qui ont des parcours extraordinaires. Ça s'appelle Pause. J'ai cette chance justement un peu ce que tu fais aujourd'hui très amicalement, d'avoir des gens qui viennent parler de leur histoire, de leur vie. Et c'est ça, alors là, même chose, le rapport avec la mission, c'est de montrer aux gens qui me disent souvent, c'est pas pour moi. Le nombre de gens qui peuvent venir me voir en me disant, mais c'est pas pour moi, je suis pas donné au bon endroit, j'ai pas la bonne famille, pas la bonne ville. Et donc, ils vont s'arrêter à ce moment-là. Et ce podcast, c'est vous montrer tout un tas d'histoires extrêmement dures, comment ils ont pu réussir. Il n'empêche, ils l'ont fait, ils expliquent comment. Et donc, c'est assez passionnant, ça s'appelle Pause. Et étant à Lyon, je voulais juste faire un petit message à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est lyonnais, qui s'appelle Alain Mérieux, que pour ceux des Lyonnais connaissent évidemment très bien, et que j'ai reçu il y a 2 semaines au podcast, qui a une histoire de vie assez incroyable, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, mais qui, pour le coup, a dédié sa vie à ceux qui sont en difficulté. Voilà. Donc, c'est des gens comme ça qu'on a envie de mettre en avant aussi. Alors, Alexandre, une de tes fiertés, c'est donc la fondation EPIC. Je voudrais que tu nous racontes quel a été le cheminement dans ta vie pour décider, après 15 heures en tant qu'entrepreneur tech, justement, de devenir philanthrope, on peut le dire, et de créer ta fondation. Comment elle marche? Quel est le principe? Et puis, comment est-ce qu'on crée une fondation en France? Alors, je l'ai créé aux États-Unis, ceci étant, on aurait pu la créer de la même manière. En quelle année? En 2014. Mais on aurait pu. En fait, c'est pas si. C'est vrai que la notion de charity aux États-Unis est quand même beaucoup plus développée. Est-ce que justement ça a été un levier? Est-ce que ça t'a aidé justement d'être là-bas au moment de la création? Certainement. Je pense que c'est un peu plus à l'époque, dans la manière de penser. C'est de plus en plus aujourd'hui présent ici. Mais j'ai vu ça comme une entreprise. J'ai essayé de comprendre. J'ai fait une étude de marché. C'était vraiment ça au départ. C'est-à-dire, je suis allé voir des gens et je leur posais des questions assez simples. J'ai essayé de comprendre. Moi, quand je rentre dans un marché que je ne connais pas, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de poser les questions aux personnes qui s'y connaissent. Et c'est ce que j'ai vraiment fait. Et dans une de ces rencontres, une rencontre assez importante pour moi, j'ai rencontré quelqu'un et je pensais, quand j'ai commencé, je pensais que j'allais devenir travailleur social. Quand je vous parle de mission, vous pouvez imaginer que moi, ce que j'aurais vraiment eu envie de faire, c'est d'être travailleur social. Et donc, c'était mon idée. Et je rencontre cette personne-là, et il m'arrête, il me dit, mais combien de personnes, en gros, c'est construire des puits, et construire des écoles. Et il me dit, Alexandre, combien de personnes peuvent faire ça? Et sa question était assez simple, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une vraie unicité dans la capacité de faire une maraude, dans la capacité d'aller servir un repas? Est-ce qu'il y a une qualité intrinsèque, à part une bienveillance forte? Et en fait, sa question, c'était, utilise vraiment ton unicité. Et mon unicité, c'est d'être entrepreneur, de comprendre assez bien les évolutions de marché. Et donc, ce jour-là, je me suis dit, je ne serai pas entrepreneur, je ne serai pas travailleur social,
je serais plutôt entrepreneur social, et c'est le début de l'aventure. Après, j'ai fait des études de marché. Première étude de marché que j'ai faite, c'est que je suis allé poser des questions. Et peut-être que, je ne sais pas, est-ce qu'on peut allumer la salle, c'est possible ou pas? Est-ce qu'on peut allumer la salle? C'est possible? Bon. Je vais vous poser une question, voilà, peut-être qu'on va allumer la salle aussi, je vais vous voir à peu près. J'ai posé 2 questions aux gens que j'allais voir, où j'allais partout où j'allais. La première question est si vous pouvez faire, je sais que on m'a dit qu'il y avait beaucoup de soirées hier soir, donc les gens pouvaient être un peu fatigués ce matin, mais je vais vous demander un peu d'exercice physique. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont donné du temps ou de l'argent à une cause l'année dernière, quelle que soit la cause? Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Maintenant, je vous demande de laisser la main. Non, laissez la main, je sais, il y a beaucoup d'efforts physiques. Laissez la main en l'air si vous pensez avoir fait suffisamment. Voilà. Donc, regardez autour de vous. Alors, la question de... Voilà. Donc, et donc, où j'allais, on était en 2014-2015, quand j'allais en France, dans d'autres pays, j'avais cette question-là. Et cette question-là, elle m'intéressait parce que je me suis dit, mais pourquoi quasiment toutes les personnes que vous avez vues ce matin me disaient, j'ai fait quelque chose, mais quasiment toutes les personnes à qui je posais, mais est-ce que tu penses avoir fait suffisamment, me répondaient, peut-être pas. Et je me dis, mais explique-moi pourquoi. Et les gens me répondaient à chaque fois, partout, les mêmes raisons. 1, je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance dans l'association, l'ONG. Pour ceux qui ont plus de 40 ans ici, on se souvient tous du scandale de l'Arc, mais dans tous les pays du monde, il y a eu au moins un scandale dont on parle encore 30 ou 40 ans après. Et donc les gens disent, j'ai pas confiance. 2, j'ai pas le temps. Vous connaissez vos vies, qui sont des vies de fous la plupart du temps. Vous avez peu de temps. Troisièmement, vous n'avez pas la connaissance. C'est-à-dire que vous êtes très bon dans vos métiers. Ici, on sait très bien, à Patrimonial, le type de métier que vous avez. Le social, ça peut être différent. Et pour ces raisons-là, les gens me disaient, Alexandre, mais je fais quoi? Je donne un peu d'argent aux écoles, donc à l'école de mes enfants, mon école. 2, je vais peut-être donner de l'argent, certainement donner de l'argent aux églises, que ce soit l'église, que ce soit la synagogue, la mosquée, la plupart du temps, c'est assez encadré. Et le troisième sujet, surtout quand on passe les 50 ans, vous verrez pour ceux qui passent les 50 ans, on commence à donner aux hôpitaux. Hôpitaux, cancer. Pourquoi? Parce que c'est là où, dans tout acte entrepreneurial, il faut bien comprendre la raison humaine. L'être humain est, pas par définition, mais par nature, un peu égoïste. Ce qui est normal, vous m'avez compris. Et donc, quand on fait quelque chose, on attend quelque chose en retour. Et tout ce que je vais expliquer là, c'est le don et le contre-don. C'est que je vais donner en espérant quelque chose en retour. Et je me suis dit, parfait, mais dans le monde d'aujourd'hui, on peut certainement faire un peu différemment. Et je me suis dit, dans quel domaine les gens ont confiance? Et je me suis dit, la finance. Si aujourd'hui, j'ai un peu d'argent, je vais aller voir un gestionnaire de patrimoine et je vais lui dire, si je te donne 100, il y a des chances, avec ton expertise, ton expérience, qu'à la fin de l'année, j'ai un peu plus que 100. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien sélectionner, parce qu'ils savent bien suivre, parce qu'ils savent bien continuer à avoir la relation avec ces investissements. Et je me suis dit, mais pourquoi ce monde-là n'existe pas dans le monde de la philanthropie, dans le monde de l'humanitaire? Je me suis dit, on va mettre ça en place. Et donc j'ai créé cette structure EPIC avec ce modèle en place. C'est un modèle très financier, très business, qui est, on va aller dans beaucoup de pays du monde, trouver, sélectionner, monitorer, suivre des organisations à impact considérable social, avec un vrai management, avec une vraie gouvernance, qui touche la jeunesse et l'enfance. Voilà ce que nous faisons, avec un modèle aussi assez intéressant, c'est qu'on n'a aucun modèle économique. Et donc pour moi, c'était assez neuf, parce que moi, toutes les boîtes que j'ai pu créer au préalable, d'entreprise, je savais que je les créais, et que 5 ans après, mon objectif, c'était de les vendre. Pour la première fois, je n'avais aucun modèle économique, ce qui veut dire que si toi, Capucine, tu aimes beaucoup ce que nous faisons, et que tu dis, moi, ça m'intéresse d'avoir quelque chose qui est assez structuré, dont j'ai confiance, qui a été vêté et survêté, je vais donner 100 euros. Tu sais que tes 100 euros à 100% vont aller aux causes. Parce que j'autofinance complètement les frais de structure. C'est-à-dire que ça va être moi qui vais payer tous les frais de structure pour que ça soit un modèle pur. Et ce modèle a beaucoup de succès, à tel point qu'on a et aujourd'hui on est étudié dans beaucoup d'universités dans le monde, parce qu'il y a la Kennedy School d'Harvard, qui est l'école de politique publique d'Harvard, qui est venue nous voir il y a 3 ans en disant on a rarement vu autant d'innovation dans un monde qui peut-être peut en manquer parfois. Et donc ils nous ont suivis. Il y a un cas d'école aujourd'hui qui est étudié dans beaucoup de pays. Voilà, ça c'est l'histoire d'EPIC. Et l'histoire à la fin, c'est vraiment notre idéal, c'est de pouvoir changer la vie de ces jeunes
quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur origine. Alors des exemples d'associations peut-être avec lesquelles tu Bien travailles? sûr, alors on a une qu'on aime beaucoup qui est ici, je sais qu'il n'y a pas que des Lyonnais ici, évidemment, une association qu'on aime beaucoup qui s'appelle Sport dans la ville, Oui. qui est une association lyonnaise, mais maintenant qui n'est pas que lyonnaise, qui est à Paris, dans les Hauts-de-France, dans la région PACA, qui utilise le sport comme facteur justement pour remettre ces jeunes pas dans la capacité de trouver un travail. Donc ils les prennent assez jeunes et puis ils vont les suivre pour qu'à terme ils puissent avoir un travail, une organisation assez incroyable. D'ailleurs, un de leurs programmes s'appelle Entrepreneurs dans la ville. Et j'ai la chance, en début d'après-midi, d'aller faire un masterclass avec ces jeunes qui sont entrepreneurs, qui viennent des quartiers sensibles et qui aussi ont un idéal, peut-être pas forcément toujours le même, ou différent parfois d'autres entrepreneurs, mais qui est assez génial. Donc, Télémac, qui est aussi ici, qui est sur un double mentorat. On a Simplon, Duo for a Job. Enfin, on a 5 organisations en France, on en a dans d'autres pays sur lesquels on travaille au quotidien pour que grâce au soutien de gens comme vous, ils puissent avoir les moyens de leur développement et d'aider et de changer la vie de ces plus démunis. Le next step pour EPIC, Alexandre, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que tu vois cette fondation dans une dizaine d'années? Waouh, 10 ans, c'est aussi déjà sur 4 ans, parce qu'on a créé ça il y a maintenant 6 ans de ça, donc si on est dans 4 ans, ça fera 10 ans. Une volonté qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir aller dans encore plus de pays et potentiellement aller sur d'autres thématiques. Je vous ai dit, donc là, c'est vraiment l'entrepreneur qui vous parle, puisqu'aujourd'hui, l'entrepreneur vous dit, on fait 11 pays sur une thématique qui est l'enfance et la jeunesse, mais on a, comme on dit dans l'entrepreneuriat, le playbook, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'avoir structuré une offre, un modèle qui peut être déployé ailleurs. Et donc, notre objectif dans les prochaines années, c'est d'aller dans d'autres villes, dans d'autres pays, le Maroc, ça peut être la Suisse, des pays où nous ne sommes pas, plus ou moins pays développés ou pays en voie de développement, pour lancer cette EPIC, et puis aussi des thématiques. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir en disant l'enfance et la jeunesse, c'est important, mais nous, c'est l'environnement. Nous, c'est la vieillesse. Et donc, là aussi, notre objectif, ça va être de pouvoir répondre le mieux possible à d'autres thématiques, d'autres problématiques. Alors, Alexandre, tu as également investi le secteur de la finance il y a 7 ans en créant un fonds de capital risque qui s'appelle Bliss et qui met l'impact au cœur de sa stratégie. Ça signifie... Qu'est-ce que c'est déjà une entreprise à impact? Comment est-ce que tu les sélectionnes? Pourquoi avoir créé ce fonds? Et est-ce que la finance, est-ce que la finance peut contribuer à créer un monde meilleur? Est-ce que tu en es convaincu? Ah oui, totalement convaincu. Alors, enfin, heureusement, là, ça va être, ici, c'est un endroit idéal pour avoir cette discussion-là. La finance est mère de beaucoup de choses. Et donc, c'est ce qu'on en fait qui va avoir un impact et qui a un impact considérable. Je pense que la finance d'il y a 30 ans, du loup de Wall Street, existe de moins en moins. Et je pense qu'elle est remplacée. Même la finance de 2008 et la crise, elle est très très loin de la finance d'aujourd'hui. Tu as raison. Et on n'est pas encore passé totalement à travers parfois des répétitions de l'histoire. Si vous regardez le marché américain, par exemple le marché des SPAC aux États-Unis, c'est un modèle très très financier. Donc pour moi, la finance de Milton Friedman, la finance de la shareholder value, la valeur vraiment dans l'actionnariat, et l'actionnariat décidera après de faire du profit, ou de quoi faire du profit, est en train d'évoluer. Changer est peut-être un terme un peu fort, d'évoluer très fortement, parce qu'il y a de plus en plus de gens, en particulier les consommatrices et les consommateurs, les employés, qui veulent autre chose. Il y a de plus en plus, et je pense que c'est quelque chose que vous connaissez tous, il y a de plus en plus de gens, en tout cas de jeunes qui sortent d'école, qui se disent « mais je ne peux plus travailler dans cette entreprise, je ne veux plus faire ça ». Ça n'existait pas il y a 10 ou 20 ans, parce que l'image qu'ils vont en voir n'est pas l'image qu'ils veulent avoir ou qu'ils veulent donner, même sur leur réseau. Les gens jugent facilement, rapidement, et donc il y a tout un tas de choses qui sont en train d'aller ensemble pour changer un petit peu tout ça. Donc tu me posais la question sur Bliss. Quand j'ai créé EPIC au départ, je vous ai expliqué, il n'y a aucun modèle économique. Donc évidemment, il faut que j'autofinance tous les ans des frais de fonctionnement. Pour financer le financement, il y a 6 ans de ça, je me suis dit, tout l'argent que j'ai pu gagner au préalable, je vais le mettre dans une holding personnelle, donc un family office, et ce family office va commencer à investir. Et rapidement, je me suis dit, je vais rester quand même dans l'endroit que je connais le mieux. Alors ici, il y a des gens qui savent faire beaucoup de choses. Moi, il y a une chose que je sais bien faire, enfin mieux que d'autres, beaucoup mieux que d'autres, c'est la tech, la technologie, et en particulier tout ce qui est autour du comment le consommateur, la consommatrice
va consommer dans les prochaines années. Et donc, j'ai commencé, comme j'ai passé 20 ans dans ce secteur-là, j'avais accès au Spotify, au Pinterest, au Blablacar, à des entreprises. Donc ça, ce sont des participations que tu as prises. Exactement. Blablacar, Pinterest. Exactement. Spotify. Alibaba aussi. Alibaba, voilà. C'est pas forcément celui dont je suis le plus fier. Oui, c'est ça. Mais pourquoi Alibaba alors? On est en 2014. On a tous le droit à faire des erreurs. Non, oui. En tant qu'investissement financier, on est en 2014. C'est un peu avec la culture de l'effacement. C'est toujours simple de dire tiens, il y a 7 ans, je consommais sur Amazon sans aucun problème. Aujourd'hui, je consomme sur Amazon, je traîne les pieds, pour pas dire plus. Donc il y a quand même un monde qui a évolué. Il y a 7 ans de ça, 6 ans de ça, on voyait les choses un peu différemment. Mais ceci étant, c'est vrai qu'on était aussi actionnaire d'Amazon, d'Alibaba. Donc ça, c'est la raison de la création de Bliss au départ. Mais Bliss, très rapidement, est devenu un fonds, donc, parce que très rapidement, on a eu des familles qui sont venues nous voir, des gestionnaires de patrimoine qui ont dit vous avez accès à des entreprises dont nous n'avons pas forcément accès grâce à votre réseau, mais également vous avez une connaissance sectorielle tellement poussée que les risques ou le risque sera certainement plus faible. Et donc on a commencé à investir de plus en plus, à tel point qu'après on a commencé à monter des fonds, des fonds en investissement régulés, enfin tous ces sujets que vous connaissez parfaitement ici, mais avec un point, ce que tu citais, très important, c'est qu'on a mis le sens et l'ESG au cœur de notre modèle. C'est-à-dire que tous les investissements que nous faisons, tous les entrepreneurs que nous soutenons, notre objectif, c'est à chaque fois de bien comprendre quelle est leur mission, quelle est leur approche de leurs produits par rapport à leur environnement. Oui, mais comment on définit une entreprise à impact? Finalement, la frontière, elle est très poreuse. À quel moment on sait qu'elle est réellement à impact? Comment est-ce que tu le détermines? Comment est-ce que tu en es convaincu? Tu as raison. En fait, c'est de plus en plus simple parce qu'il existe aujourd'hui, ce qui n'existait pas il y a quelques années, des systèmes. Il y en a un en particulier qui fonctionne très bien, qui s'appelle le labellisation B Corp, qui est un système d'audit. C'est un peu comme quand il y a des dizaines d'années, on parlait de qualité. Les gens disent il faut faire ISO 9000, ISO 9001. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'ESG, vous le savez, PRI et autres, qu'on pourrait dire on fait de l'ESG. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais la difficulté, c'est est-ce que c'est réellement implémenté? Aujourd'hui, B Corp permet à ça parce que c'est un audit. Quand vous dites que vous faites les choses sur le E, donc sur l'environnement, sur la partie sociétale, sur la partie de gouvernance, vous avez un audit et sur chaque point qu'ils vont exprimer, vous allez devoir y répondre. Selon votre réponse et la qualité de votre réponse, auditée et auditable, vous allez avoir un nombre de points. Si vous arrivez plus de 80 points sur 200, c'est très compliqué d'y arriver, même si ça ne paraît pas si compliqué, et vous avez ce label. Alors ça, déjà, tu vois, Capucine, c'est une capacité d'aller directement, je vous prends un exemple, est-ce que vous avez déjà utilisé l'application Too Good To Go? Est-ce que vous connaissez l'application Too Good To Go pour tout ce qui est... est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui voilà. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ou qui la connaissent. Et donc, c'est pour... une appli d'anti-gaspillage. Voilà, gaspillage alimentaire. Cette entreprise, qui est une entreprise, pour le coup, vraiment d'aujourd'hui, répond à un besoin qui est assez évident de la part d'une plus grande partie de la population. C'est une entreprise qui a une croissance très forte, qui est aujourd'hui dans 15 pays du monde, et qui est B Corp. Donc c'est vrai que quand on va étudier cet investissement, quand on va rencontrer les entrepreneurs, on va avoir ces discussions-là, et on va regarder leur étude d'impact. Donc c'est très important. Ce que je n'ai pas souligné, mais qui est important à souligner, en faisant ça, nous-mêmes, on est B Corp, j'aurais dû le préciser, c'est-à-dire qu'on est le premier fonds B Corp, c'est-à-dire qu'on est passé à travers ces fourches codines, ces discussions-là. 20% des plus-values qui sont générées pour les employés, pour mes collaboratrices et mes collaborateurs chez Bliss, repartent à des causes sociales. 5% du temps de mes collaboratrices, mes collaborateurs sont donnés à des causes sociales, donc c'est au cœur de notre modèle. Mais quand j'ai démarré, je me suis dit il faut absolument qu'on surperforme la majorité des autres fonds. En fait, pour moi, tu ne peux pas d'un côté dire on va faire des belles entreprises, et d'un côté on va sous-performer, parce qu'on n'arrivera jamais à aligner en fait l'ensemble les étoiles. Et donc aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous faisons ça, comme Epic, et on a 36% de TRI net par an. Donc tu vois, tu connais les chiffres financiers, c'est très important. Et en faisant ça, tu arrives à démontrer que
On arrive à avoir ces chiffres-là parce qu'on a sélectionné ces entreprises-là, parce que ça va rester au cœur, parce que très clairement, c'est ça que les consommateurs veulent de plus en plus. C'est ça On aussi va qui est reparler important. des consommateurs, mais avant tout, tu as dans cette salle face à toi des conseillers en gestion de patrimoine qui conseillent justement au quotidien des investisseurs. Qu'est-ce que c'est? On a compris ce que c'était qu'un acteur responsable dans la finance, mais quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui se trouvent dans cette salle aujourd'hui pour, encore une fois, faire évoluer les mentalités et les aider à avoir le déclic? Ouais, je pense de toute façon, je pense qu'ils l'ont. Enfin, s'ils sont dans la salle ce matin, je pense que c'est aussi parce qu'ils croient aussi en ça. Et beaucoup que je rencontre me disent que c'est un sujet aujourd'hui, c'est un sujet de plus en plus présent, de plus en plus demandé. Moi, je le vois dans les questions que je peux avoir, là, parfois dans la génération d'après. Ils disent, mais tiens, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme nouveau investissement qui va porter ces valeurs-là? Je reprenais l'exemple de Too Good To Go parce que c'est assez intéressant. Donc on va faire la due diligence, donc on va rencontrer l'équipe, c'est des équipes, ils sont au Danemark, donc on va à Copenhague et on a une discussion classique d'un investisseur qui veut soutenir un entrepreneur et une entreprise, donc on va poser tout un tas de questions, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous posent aussi des questions. Deuxième question qui nous est posée de leur part, ça a été, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de vos investisseurs à vous? Et c'est assez intéressant parce que il y a 5 ou 10 ans, jamais un entrepreneur aurait posé cette question-là. Il dit, bon, ok, soit on apprécie ce que vous faites, mais là, en fait, ce n'était pas uniquement l'image qu'on pouvait représenter, c'est qu'il disait également quel est l'argent, quel est le type d'argent, quel type d'entrepreneur que vous avez vous-même dans vos LP, donc dans votre base d'investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc une évolution très forte des mentalités au quotidien, aussi bien au niveau des entrepreneurs, on parlera évidemment des consommatrices, des consommateurs, donc les clients, et c'est ça qui nous intéresse, les clients, et ces clients aujourd'hui des CGP, c'est exactement le même principe, c'est qu'ils sont des clients qui évoluent, qui sont c'est le modèle Darwin, hein, moi j'explique souvent et j'adore parler de Darwin, parce qu'il est quand même pas tout jeune, Darwin, on est sur l'évolution de l'espèce, et je pense que nos réussites à tous, et le fait que nous sommes capables de durer, ne va uniquement être une projection de ce que disait Charles Darwin, qui disait que les espèces qui survivent sont certainement pas les plus fortes, mais c'est celles qui savent s'adapter. Et aujourd'hui, en tout cas, une qualité que je vais avoir, que j'ai, c'est être une éponge, c'est-à-dire d'écouter, et je pense que c'est la même chose pour l'ensemble des gens ici, c'est que notre capacité, c'est de comprendre l'évolution de marché. L'évolution de marché est très rapide. Alors tu écoutes, c'est bien, mais alors qu'est-ce que veulent? La conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce que veulent les consommateurs aujourd'hui? Qu'est-ce que tu observes? Ces tendances. Et est-ce que ces tendances, elles ont considérablement évolué avec la crise du Covid? On l'imagine, bien sûr. Il y a un avant et un après Covid sur les tendances, on l'imagine. Oui, c'est évident. Donc, une tendance dans l'entrepreneuriat qui est très forte, la tendance qui est de savoir cette liberté. Donc ça, c'est en tant que citoyen, je parle, hein, cette capacité de se dire, je ne suis pas obligé de faire ce que je faisais avant, où j'ai appris aussi que la vie était peut-être un peu différente de celle que je suivais depuis 20, 10 ou 15 ans. Donc il y a une vraie volonté de ce que j'appelle la liberté citoyenne. Cette liberté citoyenne, c'est une liberté qui est de dire, je peux avoir un peu plus d'impact que ce que j'imaginais par le passé. C'est assez étonnant à voir comme évolution. Pendant des années, on était tous à se dire, une fois tous les 4, 5 ans, 6 ans, ça dépend, municipal, législative ou présidentielle, on avait une liberté qui n'était citoyenne, qui était de voter pour un parti ou un autre. Aujourd'hui, ce vote, il est au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, aujourd'hui, on va voter. Et on va voter avec quoi? Capucine, tu le sais très bien, on va le voter avec notre carte bleue. Et ça, c'est très intéressant, parce que de plus en plus d'entrepreneurs l'ont compris. Et donc, ou de clients. Je vais choisir ce CGP plutôt qu'un autre, peut-être parce que ça va répondre plus à ce que j'en vois. Et donc, ça va être un vote, pas un vote comme on avait l'habitude de le voir par le passé, mais un vote citoyen qui est ce lien entre le citoyen et le consommateur. C'est un vote intéressant. Je vous donne des exemples, je suis persuadé que vous connaissez. Est-ce qu'on peut encore allumer la salle? Je sais qu'il y a... Est-ce que de nouveau, je vais vous poser je vais donner quelques noms de marques et vous pouvez de nouveau juste lever la main si vous avez consommé cette marque-là. C'est qui le patron? Qui connaît c'est qui le patron? Yuka. Laissez la main. Ecosia. Ouais, Lilo. Vous connaissez quelques-uns? Voilà, mais pour l'instant, je pense que quasiment tous, vous avez au moins levé la main une fois sur ces 4 marques. 4 marques. Ecosia, par exemple, c'est un nouveau moteur de recherche. Au lieu d'aller sur Google, vous allez sur Ecosia, ça revient à peu près au même, sauf qu'au bout de
je ne sais plus si c'est 10, 17, peut-être certains le savent ici, de recherche, peut-être c'est un peu plus 50, vous avez un arbre qui est planté. Alors là aussi, c'est un vote qu'on fait nous-mêmes. Hein. Pourquoi pas c'est le même moteur de recherche à peu près. Voilà. On prend C'est qui le patron, la marque C'est qui le patron, qui est aujourd'hui la première marque de lait vendue en France. Ils ont 5 ans d'existence. Aucune communication, vous n'allez jamais voir une seule communication publicité de C'est qui le patron. Il n'y a aucun vendeur, marché, terrain, et pourtant c'est devenu la première marque de lait vendue en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a des sociétaires, il y a 10 000 sociétaires en France, des gens comme nous, qui sont allés voir les Carrefour et Auchan de ce monde en leur disant « Moi, j'ai vraiment envie d'acheter ce lait-là, donc si dans le rayon frais, je pourrais avoir le lait C'est qui le patron, je préférais l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 cents d'euros sur les 1 euro qui est mis directement pour les producteurs. Et les producteurs, l'idée de C'est qui le patron il y a 5 ans de ça, c'est que la population où il y a le plus grand taux de suicide en France, c'est les producteurs laitiers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de marge pour eux, pour des raisons économiques, vous allez me dire, mais en tout cas c'est un fait, et que quand vous avez une vache, il faut la traiter, il faut la traire, excusez-moi, et donc vous n'avez pas les moyens d'avoir quelqu'un, vous travaillez 7 jours sur 7, hein, toute l'année. Et donc ils ont monté ce modèle-là en disant avec les 4 cents de marge, on va pouvoir leur donner aux producteurs directement. Mais pour retrouver ces 4 cents de marge, il fallait l'enlever ailleurs. Ils ont décidé de l'enlever dans la publicité, dans la vente, et malgré ça, c'est devenu largement la première marque de lait vendue en France. Depuis, ils ont 25 autres produits sur tout un tas d'autres secteurs. Donc je vous dis juste, continuez à acheter des produits C'est qui le patron. Et ça, c'est notre vote. C'est un petit vote. C'est un vote pas si compliqué que ça. Mais c'est ça le monde de demain. Alors c'est plus simple quand vous prenez un lait à 99 cents plutôt qu'un autre à 89 cents que changer votre téléphone iPhone, qui est la plus compliquée. Mais à terme, même des marques comme Apple, s'ils continuent à ne pas vouloir payer leurs impôts, pas faire les choses comme nous tous on fait, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont peut-être choisir autre chose. Et c'est ça le monde que nous voyons arriver de plus en plus. C'est un monde où nous, collectivement, nous pouvons choisir. Et alors peut-être que vous allez me dire que je suis un peu bisounours, je rêve un peu parfois, mais c'est bon de rêver aussi. Le temps file, Alexandre. J'aimerais qu'on ait le temps de prendre quelques questions dans la salle d'ici une poignée de secondes. Moi, j'ai une dernière question. Tu dis souvent que tu es un homme de ton temps. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Et est-ce que c'est difficile de coller à l'air du temps et d'avoir les convictions que tu portes dans un pays comme la France aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens aidé ou au contraire, est-ce qu'on met des barrières ? Je pense que moi, je ne les vois pas trop, les barrières. Alors, c'est peut-être mon côté un peu entrepreneur. Des barrières psychologiques par rapport aux États-Unis, où justement, on est moins enclin à laisser les gens rêver, comme tu dis, justement ? Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que tu te mets toi-même les barrières. C'est un peu le titre du bouquin, Ose. C'est que c'est vrai que si tu dois suivre juste ce que les gens veulent que tu fasses ou que tu deviennes, bon, tu les auras, ces barrières. Et on arrivera à 85 ans, je pense qu'on ne regrettera pas, parce qu'on ne voudra pas regretter ce qu'on a fait. Mais c'est un petit peu ça. Alors, il y a des gens qui peuvent plus se permettre que d'autres, il y a des gens qui ont les moyens d'avoir ses ambitions, ses rêves. Mais, de nouveau, je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, les gens qui sont dans la salle, ces barrières, elles sont un peu moins importantes que les jeunes que je vais voir en début d'après-midi dans les quartiers sensibles de Lyon. Là, les barrières, elles sont à la naissance, à la couleur de peau, elles sont plus importantes. Donc oui, elles existent, ces barrières. Évidemment qu'elles existent. Mais si au quotidien, tu dis c'est pas pour moi, c'est pas possible, j'y arriverai pas, en fait, ce sera compliqué. L'autre point qui est le corollaire de ça, c'est quand tu fais, associe ce succès, nos succès, à quelque chose qui va te ressembler, qui va être ta mission. Et la mission, elle est totalement... Enfin, tous les jours, j'en vois des gens qui ont des missions très différentes. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on a tous une mission différente, mais l'objectif commun, c'est quand même d'essayer de partager un petit peu ce qu'on peut faire avec justement ce qui est important pour chacun. C'est le temps des questions dans la salle. On a 5 minutes et des hôtesses sont là avec des micros. Donc il vous suffit, voilà. Madame au premier rang. Bonjour, au premier rang. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Bonjour, Carole Merlot. J'avais une question sur le partage de valeurs. Alors, pas les valeurs de cœur, mais justement, la gestion de patrimoine, c'est de créer de la valeur. Et dans ce partage, justement, je dirais plus équitable et plus responsable, votre vision des choses. En fait, très bonne question. En fait, j'ai toujours vu, quand j'avais des discussions avec, par exemple, sur l'investissement, des gens qui me disaient, mais je vais faire, comment faire ? En fait, il manque de solutions.
Donc en fait, on a monté des solutions. Je te donne un exemple d'une solution qu'on a montée qui s'appelle la promesse, le Epic Pledge, la promesse épique. On allait voir des gestionnaires patrimoniaux, des fonds ou des entrepreneurs en leur disant associe dès le début de l'année, par exemple, un pourcentage. Tu définis un pourcentage, mais tu définis au début de l'année, au début de ton aventure. Et tu peux donner 1%, 2%, ce que tu veux. Et quel que soit le succès dans ton année, tu sais à la fin de l'année que tu auras mis en place une solution qui ne sera pas une solution que tu cacheras, parce que c'est difficile pour les gens de se dire j'ai donné, tu vois, c'est dans une culture très judéo-chrétienne, on le dit assez peu, on dit on va être jugé, on va dire que j'ai pas fait assez, ou j'ai fait trop, ou je le fais pour que je sois. C'est pour ça qu'on aime bien cette solution, et parce que c'est un pourcentage. Donc tu dis, j'ai signé cette promesse, ça m'engage par rapport à mes salariés, par rapport à mes clients, par rapport à mes investisseurs, et on a des centaines et des centaines de fonds, d'entrepreneurs qui se sont associés à ça parce que c'est une solution. Ce qui est compliqué, ce que j'ai toujours remarqué, c'est d'aller voir les gens en leur disant, la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce que vous avez fait suffisamment? Parce que la question philosophique, c'est qu'est-ce que suffisamment? Et puis qui je suis pour pouvoir juger ça? Et donc c'est pour ça que les gens, en fait, ils aiment bien des solutions. Donc cette partage de valeur, quand tu arrives à l'implémenter au départ de ton aventure, ben, globalement, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facilement partageable avec les autres. Et je te donne un exemple. C'était un fonds immobilier qui était venu me voir et qui a dit bah, bravo Epic. Je dis mais pourquoi bravo? Bah, on a décidé qu'on était trois associés maintenant. Donc ils étaient 2, ils nous avaient associés. Et donc chaque fois qu'ils avaient un succès, 33% de ceux qui gagnaient partaient en fait à des causes. Et pour eux, c'était dans la construction de leur modèle. Voilà. Et donc ils étaient aussi contents de leur succès parce que leur métier, c'était quand même de réussir dans l'immobilier, de trouver les bons projets et de faire gagner de l'argent à leurs clients. Mais ils avaient ce supplément d'âme et de valeur, comme tu le définissais. Francis Tison, expert comptable, très heureux de vous écouter. Quelle est la définition pour vous du management et du marketing? Du management et du marketing. Alors déjà, tu as à mon avis deux sujets différents. Sur le management, la définition, elle a beaucoup changé. En tout cas, moi, je peux donner ma vision du management, mais peut-être que ce ne sera pas adapté partout. Moi, pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure, moi, j'ai un management qui est très dans la confiance. Alors, je ne gère pas 5000 personnes, donc c'est peut-être plus simple, mais c'est vrai que la base, c'est vraiment le bon recrutement. Donc, pour moi, je pense que le bon manager, déjà, il va bien recruter, parce que moi, je donne beaucoup de liberté à mes équipes. Donc, ma capacité de manager, c'est un temps limité, donc je dois avoir une confiance très forte dans mes équipes. C'est adaptable dans mon métier ou dans mes métiers avec des équipes qui sont plus courtes. Mais pour moi, le management, il est basique, hein, c'est à l'écoute. C'est comme tout à l'heure, tu me posais la question d'un homme de son temps. Je pense que nous tous ici, je passe beaucoup de temps à essayer d'écouter. Ça peut être des signaux faibles, hein. Ça peut être quelque chose qu'un de mes salariés, une de mes collaboratrices va me dire. Et je vais me dire, tiens, pourquoi j'ai reçu ça? Pourquoi elle m'a dit ça? Quel message? L'objectif, c'est de ne pas perdre ses collaboratrices et collaborateurs. Donc ça, c'est la vision de management. Le marketing, alors là, François, je pense qu'on pourra passer des heures et des heures sur cette vision du marketing. Donc je pense que je ne vais pas embêter tout à ça là-dessus, sur cette vision du marketing. Mais en tout cas, elle est très différente dans le monde d'aujourd'hui que ce que moi j'ai appris, en tout cas à l'école il y a 20 ans. Je pense que, je ne vais pas dire qu'on apprend... Non, je ne vais pas dire ça. On apprend toujours beaucoup sur les bancs de l'école, mais bon, sur le terrain, les choses sont parfois un peu différentes. D'autres questions ? Eh bien, ça tombe bien parce qu'il est exactement 10h30. On devait terminer à 10h30. Merci beaucoup à vous de votre écoute attentive. Merci Alexandre pour cette conversation intime. C'était passionnant de découvrir ton parcours et tes engagements. Et bien, passez une très bonne journée.